Bonjour et bienvenue sur le Guide Killer Show 666. Vous l'attendiez tous? Oui, il est là. Le bilan de cette année 2016, mon premier bilan, je suis très heureux. Bientôt, on est à quelques heures, de 2017. Et tout le monde est impatient de découvrir ce que cette année va nous réserver entre apocalypse, fin du monde. À vous de voir, encore, comme chaque année, c'est la fin du monde. Mais là, c'est vrai qu'avec Donald Trump, le futur président français, la pollution de plus en plus présente, joie de cette année 2007 qui nous réserve encore de belles surprises, mais nous allons revenir avec un bilan cinéma, jeux vidéo et actu de cette année 2016 qui nous a plutôt réservé un délicieux florilège de bonnes et moins bonnes choses. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec mon classement cinéma tout de suite. À la 5e place, Star Wars Rogue One, par Gareth Edwards, avec Felicity Jones dans le rôle de Jyn Erso, Mads Mikkelsen dans le rôle de Galen Erso, Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor, et bien d'autres encore, bien entendu. Pour moi, ce Star Wars est une grosse déception. Ce n'est pas un bousin, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, la réalisation est très bonne, même voire parfaite. Les effets spéciaux sont sublimes, le spin-off, l'histoire est intéressante, mais tout ceci est gâché par beaucoup de choses. Déjà, on s'attache pas du tout au personnage, pour ma part c'est le cas, et leur enjeu n'est pas du tout intéressant, ce qui fait que sur la longue, je m'ennuie très rapidement. Les combats sont plutôt jolis, mais très mal filmés, je trouve, comme le combat spatial à la fin, où on se confronte à des choix de caméra, mais complètement débiles. En plus, à un moment, on montre plein de chasseurs taille qui sortent du hangar. À aucun moment, on les voit se battre. On se focalise juste sur le tour de contrôle, on va dire, du vaisseau principal, blablabla, et on va sur la terre ferme pour voir chacun des protagonistes faire ce qu'ils ont à faire, ce qui est inintéressant, ce qui gâche pour moi le film en grande partie. Et je le répéterai jamais assez, mais un univers comme Star Wars, si tu t'attaches pas au personnage, c'est déjà bien mal barré pour aimer le reste. Et là, ça fait que je n'aime pas du tout. Et en plus, la sous-exploitation de Dark Vador, alors après c'est peut-être le respect total de l'histoire du spin-off, ça je peux comprendre, mais je trouve qu'il est sous-exploité, qu'on montre pas grand-chose de lui, il est juste là pour faire joli, pour faire je t'étrangle, comme dans un des Star Wars, je me rappelle plus lequel, mais comme dans un des Star Wars, et fin de l'histoire. Donc ce Star Wars pour moi est une grosse déception et mérite sa 5e place. 4e place, Nerve, de Ariel Schulman et Henry Joost, avec Emma Roberts et Dave Franco. Ça va être très douloureux. Ce film surfe sur une certaine polémique des applications telles que Periscope. C'est d'ailleurs ce sujet qui est traité dans ce film, où on suit une personne, jouée par Emma, qui, un peu coincée du cul, va décider de participer à un jeu qui utilise en gros une application similaire à Periscope. Il y a les voyeurs, ceux qui vont payer pour regarder les joueurs, et les joueurs qui vont devoir réaliser des défis pour gagner une somme d'argent. Forcément, plus le défi sera gros, plus la somme d'argent sera importante. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que les défis vont être de plus en plus fous, voire même meurtriers. Et l'idée était assez intéressante, mais je trouve que les personnages sont pas super géniaux, c'est un peu sombre par moments, et le final est juste à tomber au drama le plus lambda possible. Donc ce film est entre la bonne idée et la mauvaise idée, car l'idée était assez intéressante de traiter un tel sujet, de nous faire la morale sur ce genre d'application, de nous faire dire attention les enfants, ce genre d'applications peuvent être dangereuses, mais même Internet globalement, c'est ce qui nous est montré. Et derrière, c'est un sujet difficile à traiter, et en plus dans un film avec des acteurs pas toujours très expressifs ou pas forcément intéressants, on s'ennuie rapidement, et ce qui fait que ce film se retrouve à la 4e place. Je vous invite quand même à le découvrir par le plus grand des hasards, mais ne vous attendez pas à du gros film. À la 3e place, Mécanique Résurrection, de Denis Gansel, avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh. On retrouve Jason Statham encore dans un film d'action pour ne pas changer. Et là, l'idée est pourtant intéressante de base. On suit un tueur professionnel qui prend sa retraite d'une certaine manière. Sa spécialité était de faire des meurtres qui passent pour des accidents à chaque fois.
l'idée était assez intéressante, on pouvait imaginer des meurtres totalement fous qu'on allait voir dans le film. C'est sans compter un scénario des plus lambda où on suit donc justement Jason Statham qui va un jour être recruté par un de ses anciens amis ou connaissances, sauf que celui-ci refuse et pour lui faire pression utilise une jeune demoiselle pour essayer de l'amadouer, sauf qu'au final Jason Statham va tomber amoureux de Jessica Alba au bout de 2 jours, lui offrir la montre de son père histoire de lui prouver son amour, autant l'épouser et faire un enfant directement, ça serait plus simple. Heureusement, et là le grand méchant de l'histoire va décider de kidnapper Jessica Alba pour faire pression sur justement Jason Statham. Et c'est là qu'on découvre que le scénario est lambda et on découvre les fameux meurtres. Il doit en réaliser 3. Le premier se déroule dans une prison et c'est absolument pas intéressant, surtout dans la manière dont il tue cette personne. Si, le seul passage qui m'a fait bien rire, c'est quand il sort de la prison, s'enduisant son corps délicieux avec de la pommade, si vous voulez, anti-requin, enfin répulsif anti-requin. Je n'ai aucune preuve que ça peut marcher, mais je doute que avec autant de requins qu'il aurait dû avoir dans la mer à ce moment-là, il aurait dû survivre, sauf qu'en fait, finalement, on ne voit aucun requin, donc aucune scène stressante à ce niveau-là, c'est juste pour faire joli. Le deuxième meurtre est en chouïa plus intéressant puisque celui-ci se déroule dans un building avec une piscine qui est au-dessus du vide. C'est plutôt classe et j'imagine dans la vraie vie si ça existait ça serait assez pété. Et il profite de la situation pour escalader sur le flanc du bâtiment, sauf que c'est super bien réalisé donc on n'a pas la sensation de vertige ni rien. Puisque les plans de caméra suivent constamment Jason Statham. Et à ce moment-là, il perce la piscine par le dessous, il tombe dans le vide le mec, fin de l'histoire. C'est pas super génial. Et il n'y a pas de troisième meurtre, puisque s'il décide de faire autrement, blablabla, je vous spoil pas trop. On se retrouve avec une scène des plus lambda d'action à la Jason Statham, comme transporteur et autres machins d'action. Et on se retrouve avec un film plat. Mais alors plat des plus... Lambda, vous l'avez vu partout, c'est le film classique, à petit budget, parce que je pense pas qu'il y ait un gros budget, sauf bien sûr pour les acteurs principaux. Et le seule chose de classe, c'est Tommy Lee Jones. Je vous invite à le découvrir à sa barbichette et ses cheveux, mais c'est tout. Et même lui, il a un rôle plus que secondaire. C'est bien triste, donc ce film finit à la 3e place. En seconde place, Suicide Squad de David Ayer, avec Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie et bien d'autres. Comme vous pouvez voir, mon chapeau en tombe des nues, et oui, Suicide Squad, oui, on le revoit ici aussi, puisque c'est totalement mérité. DC a sacrifié une des licences les moins connues dans cet univers, et pourtant qui peut être vraiment fun pour un film complètement vide de sens, avec un boss final qui est supposé être un dieu et qui meurt à cause d'une simple bombe sous ses pieds. Oui, normalement c'est supposé être un dieu assez puissant pour rivaliser quand même avec Superman, mais non, il se fait retourner en 2-2. Niveau magie, on aura un El Diablo qui se transforme tout à la fin, on sait pas pourquoi, pour un combat soi-disant de titan, mais juste ridicule. Des personnages très mal exploités où soi-disant on voit des méchants et on se contente de voir Harley Quinn voler un sac juste en disant mais on est des méchants. Mais c'est la seule chose qui nous fait dire que c'est des méchants parce qu'après oui, c'est soi-disant des meurtriers, des gros voleurs et tout ça, mais bon, à part une fois où on voit El Diablo qui brûle tous ses congénères à côté de lui ou sa famille en nous expliquant son background inintéressant bien entendu, on s'attache pas au personnage et forcément vu que Will Smith est tellement mis en avant que ok, par rapport au scénario ça reste cohérent puisque Deadshot est le capitaine de cette équipe de bras cassés, mais bon quand même là c'est un peu trop en avant. Will Smith risque pas de nous faire pleurer de chaumière avec son histoire d'enfant alors que c'est supposé être un méchant. Arrêtez s'il vous plaît, c'est des méchants. En plus on découvre que finalement si on n'avait pas réuni ces méchants, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé dans le film. Donc c'est un film à oublier totalement. Comme cette lumière qui vient de s'éteindre pile à ce moment-là, c'est la preuve que c'est une merde. Et la palme du bousin de l'année 2016 est pour Les Visiteurs Bastille Day de Jean-Emma Poire, avec Jean Reno et Christian Clavier, et Franck Dubosc et bien d'autres malheureusement. Je retire mon chapeau pour ce film français
Quelle honte par moment d'être français. De plus en plus, je me demande si c'est une fierté quand je vois les communautés au niveau du jeu vidéo, mais aussi les films qu'on sort. Alors on n'est déjà pas très doué pour faire des films très très bons, hein, déjà par le manque de finances et tout ça, mais alors les suites c'est vraiment pas de notre truc. Et déjà que Les Visiteurs en Amérique était pas génial, le 2 encore moins, mais alors là on frôle le sacrilège. Je me demande même comment on a pu sortir ça, c'est une honte. J'ai failli mettre Camping 3 aussi, mais je me suis dit que franchement Les Visiteurs ils avaient fait encore plus fort, mais les deux méritent la première place des plus gros bousins de cette année. PS, le meilleur rôle pour moi dans ce film, ça a été Franck Dubosc. Et oui, étrangement, parce qu'il ne joue pas un comique. Il joue simplement un mec lambda, assez sérieux, et je trouve que ça lui va mieux que quand il essaye de faire rire, puisque généralement c'est pas drôle. Enfin, il n'y a rien à dire sur ce film, tout est mal réalisé en plus, c'est le comble, c'est que c'est un film qui se passe dans la nuit, mais forcément ça a été tourné de jour, donc ils utilisent un système pour faire genre que ça fait nuit, mais on voit que c'est encore dans la journée, donc non, tout est très mauvais, ce film est à oublier, et surtout, on risque pas de nous prendre au sérieux avec ce genre de film. Donc, il méritait la palme du plus gros bousin de cette année 2016. Allez, on attaque tout de suite le classement de mes meilleurs films. En numéro 5, Final Fantasy XV Kingslave de Takeshi Nozu. Vous avez peut-être ragé quand vous avez vu le premier film de Square Enix d'animation sur Final Fantasy. Advent Children vous a fait hurler au désespoir, mais sachez que ce Final Fantasy XV Kingslave est juste une tuerie, que vous n'avez pas apprécié les autres, vous n'avez même pas apprécié Final Fantasy XV le jeu, sachez qu'il est très bon, mais aussi indispensable pour savourer l'histoire de Final Fantasy XV, qui nous explique très légèrement ce qui se passait avant les événements de Final Fantasy XV, donc il est assez indispensable de comment on découvre comment le roi est mort, par qui et tout ça, donc c'est vraiment utile de le regarder bien avant de jouer à Final Fantasy XV. En plus de ça, la réalisation est aux petits oignons, le combat final avec les statues géantes est juste sexuellement délicieux, tout est bon, les personnages sont assez attachants pour qu'on les suive avec passion pour découvrir tout ce qui va leur arriver. Ils ont de très bons enjeux. Non, vraiment, ce Final Fantasy XV Kingslave est une petite pépite en film d'animation qui rattrape plus ou moins le niveau de ce que les autres films Square Enix nous avaient un petit peu gâché pour beaucoup. Hein. Moi, perso, je les avais aimés, mais je sais que les fans hardcore, eux, ont crié au scandale. Donc, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore regardé. Numéro 4, Les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke et le merveilleux Vincent D'Onofrio. Il est rare de voir un remake d'assez bon goût, mais là il faut bien reconnaître que Les 7 mercenaires fait du très bon travail. Avec des acteurs parfaitement choisis pour chacun des rôles, on s'y attache très facilement, chacun a son talent, mais aussi sa personnalité, ce qui fait que, au final, on peut se retrouver dans l'un ou l'autre des personnages. L'histoire est peut-être un chouïa classique, mais assez intéressante pour qu'on la suive pendant ces 2h30 de film. L'action est plutôt bien rythmée et plutôt bien filmée. L'impact des balles est assez réaliste pour nous donner l'impression que c'est vraiment en train de se passer et qu'ils sont en danger de mort. L'humour est présent mais sans être trop excessif, non. Ce film est de très bonne qualité et je vous invite à le découvrir, peut-être même meilleur que le film original, je trouve. Bon, en fait, j'avoue, je l'ai jamais vu, l'original, donc je peux pas vraiment me faire mon avis là-dessus. Numéro 3, Independence Day Résurgence de Roland Emmerich, avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, William Fichtner. Roland Emmerich, qu'est-ce que je t'aime. Lui qui ne voulait pas faire la suite de ce film a quand même décidé de le faire, et pour nous offrir du grand spectacle. Alors oui, il n'est pas apte de défaut, comme on a pu le voir, il y a certaines choses qui reviennent comme dans le premier film, comme avec le président. Enfin là, du coup, l'ex-président qui refait son petit discours histoire de remotiver ses troupes. C'est un peu dommage, ou encore certaines scènes d'action qui sont similaires au premier, mais dans l'ensemble, c'est classique.
En plus de ça, ça traite un peu d'homosexualité avec ce fameux couple. Très inattendu, je m'y attendais pas, je ne savais même pas qu'ils étaient en couple jusqu'à qu'on découvre une certaine scène. De revoir certains des vieux protagonistes fait plaisir, même si certains sont plus là comme comic relief ou pour faire plus joli qu'autre chose, mais dans l'ensemble de l'action réalisée à la pure perfection, hein, il faut le dire, les effets spéciaux sont de qualité et Michael Bay qui aime tout faire péter passe à côté pour un petit nounours, car là il faut bien l'avouer, quand on voit carrément tout un pays se faire exploser juste à cause on va appeler ça une des pattes du vaisseau, c'est assez impressionnant. Et ça en est même assez effrayant de se dire que si, imaginons, il y avait un tel vaisseau qui débarquait sur Terre, on serait tous dans la merde. Non, mais ce film mélange la technologie en plus alien et notre technologie, et ça donne un côté futuriste assez sympathique qui prouve que Roland Emmerich est un grand réalisateur. Je vais vous mettre ici un petit lien qui va vous envoyer sur la chaîne de Durandal avec sa vidéo « Pourquoi j'ai raison, vous avez tort » sur Roland Emmerich. Et je vous invite à la regarder du début jusqu'à la fin, parce que d'une, c'est du travail d'orfèvre de cet homme, mais surtout, on découvre un Roland Emmerich comme on l'a jamais découvert. Et c'est juste sublime. Numéro 2, 10 Cloverfield Lane de Lane Dane Trachtenberg. Avec Mary-Elizabeth Winstead et John Goodman. Vous êtes claustro? Vous n'aimez pas les films huis clos? Sachez que celui-ci est une petite pépite dans cet univers. C'est un huis clos des plus classiques et pourtant qui réinvente pas mal de choses. On est en même temps que les événements de Cloverfield, le film. Donc c'est un petit peu, vous avez Cloverfield et en même temps il y a cet événement qui se déroule. C'est plutôt pas mal, mais ici pas de créatures extraterrestres diaboliques qui ont envie de tous vous découper. Non, une simple jeune demoiselle qui se retrouve par le plus grand des hasards à croire, enfermée dans un bunker avec 2 autres personnes, le dirigeant du bunker et une autre qui s'est fait enfermer lui aussi. Au début on se dit que c'est pour sa propre sécurité, c'est ce qu'on nous fait penser, puis petit à petit on découvre certaines choses des plus diaboliques. Ici pas de jumpscare, et pourtant on est quand même effrayé, et on s'imagine même que si on était dans cette situation, comment on finirait. Quant à Gros Nounours qui est plein d'amour, plein de poupougne, eh bien on découvre avec joie que celui-ci est un petit peu tordu. Les acteurs ont été parfaitement choisis et je trouve qu'ils méritent tous un Oscar. Et si par hasard vous êtes vraiment allergique au huis clos, sachez quand même qu'il est de très bonne qualité. On ne s'ennuie pas trop, l'histoire est vraiment bien écrite. Non, ce Cloverfield 10 Lane est de très bonne qualité, voire même meilleur que le premier Cloverfield, je trouve. Mais en même temps, ce n'est pas le même délire. Donc, n'hésitez pas à le regarder pour faire votre propre avis. Et mon coup de cœur de cette année 2016, Sausage Party, de Conrad Vernon et Greg Tiernan. Oh, Saucisse Party, il est numéro 1. Oui, je vous vois tous faire la gueule en disant ma guide, il y a plein d'autres films, Premier Contact, gna gna gna, qui auraient pu être premiers. Oui, mais je ne les ai pas tous vus, je vous rappelle, en 2016, il y en a eu un paquet de films, mais je ne les ai pas tous vus. Mais pourquoi lui, spécialement? D'une, parce que c'est un film d'animation de très bonne qualité, c'est plus que très bien réalisé, soyons honnêtes. Secondo, l'histoire, je la trouve assez passionnante en soi. L'humour graveleux est à mon image, donc ça me fait marrer du début à la fin. Il y en a qui trouveront qu'il y a une certaine surdose des blagues de cul. Que l'orgie est de mauvais goût, mais j'ai envie de dire, voir une saucisse dans un pain, moi ça me fait bien marrer. Ou un bagel dans une saucisse. Ou une saucisse dans... Bref, vous comprenez le délire parce que sachez que l'orgie est assez effrayante. Le film traite d'homosexualité, de religion, en fait de tout. Même de certaines vieilles batailles qu'on a vécues dans notre réalité. Non, ce film est de bonne qualité. Il faut arrêter de dire le contraire. Et en plus de ça, en ces temps douloureux, cette année 2016 assez compliquée, je trouve que ce film arrive à point nommé pour nous faire rire. Parce que moi j'en suis sorti avec le sourire du début à la fin, sans jamais repenser à ces événements. Or, il est rare que des films arrivent à ce genre de travail. Toutefois, je peux comprendre qu'il y en a qui l'ont pas aimé, voire détesté, mais moi, il finit à la première place parce que oui, je me suis poilé. Mais bon, je ne suis pas un radin, je vais vous offrir un petit bonus. Je vais vous montrer 3-4 films que je vous invite à découvrir si vous ne les avez pas encore vus ou si vous ne connaissez pas.
Summer Wars de Mamoru Hosoda, Steam Boy de Katsuhiro Otomo, Le livre d'Eli, réalisé par les frères jumeaux Allen et Albert Hughes, avec Denzel Washington, Gary Oldman, The Raid 1 et 2, par le réalisateur Gareth Evans. Maintenant que nous avons vu le classement cinéma, on va attaquer dans la prochaine vidéo le classement jeux vidéo. Et vous allez découvrir que cette année 2016 a été plutôt mitigée au niveau des exclusivités sur chaque console. C'est d'ailleurs un peu dommage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de très bons jeux, mais aussi de très mauvais jeux. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite.